Chapitre 4. Mosché. Il n'était pas d'ici, Maurice. Il venait de la ville. Pas d'Aurillac ou Saint-Flour ou Mende. Non, la vraie grande ville. Paris. Ses parents l'avaient envoyé ici au début de la guerre, et c'est monsieur Antoine qui s'était occupé de lui, le logeait et le nourrissait. Il disait que c'était son neveu, mais je savais, moi, que c'était faux. D'ailleurs, Maurice ne s'appelait pas Maurice. Son vrai prénom, il me l'avait dit un jour, c'était Mosché, et, en hébreu, j'avais appris que ça voulait dire Moïse. Mosché était juif. Moi, dans mon coin au bout du monde, je ne savais pas vraiment ce que c'étaient les juifs. D'après ce qu'on m'avait dit, ils croyaient en Dieu aussi, d'une manière un peu différente, mais c'était à peu près toutes mes connaissances en la matière. Je savais aussi que la police et les Allemands les recherchaient, même si je ne comprenais pas pourquoi. Certaines personnes disaient qu'il fallait les dénoncer, parce qu'ils complotaient contre la France. Mais Mosché, lui, il complotait contre personne. Jamais je n'avais vu quelqu'un de plus juste, plus raisonnable, plus posé, plus attentif aux soucis des autres. C'est d'ailleurs ce qui nous avait rapprochés au début, quand M. Antoine l'avait présenté à toute la classe et avait dit qu'il resterait parmi nous cette année, et peut-être les suivantes. On l'avait regardé de travers. Dans ce coin d'Auvergne, où on se méfiait des étrangers pire que de la peste, on ne voyait pas d'un très bon œil arriver un nouveau venu. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit, et ce qui était vrai chez les adultes l'était aussi chez les enfants. Monsieur Antoine avait donc placé Mosché à côté de moi. Au début, j'étais sur ma réserve Cantalouse, mais il était tellement gentil, tellement ouvert, intéressant et intéressé. Il savait tellement de choses et était curieux de tout, des autres, de moi, que je n'avais pas pu résister. Je l'entraînais dans la campagne, je lui apprenais le païs, les plantes, les champignons, les oiseaux et nos expressions les plus pittoresques. Lui me faisait la lecture, me parlait d'astronomie, d'archéologie et de 1000 autres sujets passionnants. Depuis que je le connaissais, moi qui n'en ouvrais auparavant jamais un, j'étais devenu boulimique de livres. Il n'y en avait jamais assez. En moins de 6 mois, il était devenu mon meilleur ami. Et un jour, il m'avait avoué son secret, en me disant bien de ne jamais le répéter à personne. Ses parents, scientifiques tous les deux, comme beaucoup d'autres, craignant pour la sécurité de leur enfant, l'avaient envoyé au vert par un réseau clandestin dont M. Antoine était sympathisant. Quand je lui avais demandé pourquoi ses parents n'étaient pas venus avec lui, il m'avait répondu que ça ne leur avait pas été possible. Et quand j'avais insisté pour savoir s'il avait de leurs nouvelles, il avait gardé le silence. Mais j'avais vu dans ses yeux briller des larmes, de ces larmes terribles qui ne veulent pas couler. Ils les ont emportés, m'avait-il seulement murmuré. Qui ça, eux avait José du bout des lèvres. Les hommes en noir, les nazis. C'est eux qui les ont pris. Devant la détresse de ces grands yeux sombres, je n'avais pas insisté. Après un long silence insupportable, j'avais posé ma main sur son épaule pour lui dire, avec autant de conviction que je pouvais, « Tu les reverras. Un jour tu les reverras. » À cela, il m'avait répondu avec un calme terrifiant. Là où on les envoie, personne ne revient. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire alors, car aucun d'entre nous n'imaginait, à ce moment, la capacité de l'humain à devenir inhumain et à faire de la mort une industrie bien réglée. Tout ce que savait Mosché, c'était qu'aucun de ceux qu'on avait raflés et envoyés dans ces trains qui partaient pour l'Allemagne n'était revenu, ni n'avait donné de nouvelles. Et il n'était pas naïf au point de croire qu'on sortait les gens de chez eux au plus noir de la nuit et qu'on les entassait dans des wagons à bestiaux, poussés par les gueules noires et froides des fusils, parce qu'on leur voulait du bien. Ce jour-là, je me rappelle, je me suis assis à notre table, et j'ai ouvert mon cartable usé et encore taché de neige pour en sortir l'exemplaire du Monde perdu d'Arthur Conan Doyle, qu'il m'avait prêté et que je venais de dévorer. Ça t'a plu, m'a-t-il demandé, ses yeux immenses qui semblaient vouloir embrasser l'univers entier, attendant ma réponse, comme si elle était la chose la plus importante au monde. C'était
C'était... Je ne trouvais pas les mots pour lui exprimer mon émotion au cours de ce voyage extraordinaire avec ces monstres préhistoriques, ces hommes singes cruels, ces terribles ptérodactyles, tant tout ça m'avait transporté ailleurs et ouvert des horizons que je n'aurais jamais soupçonnés. Je n'ai pas eu le temps de lui en dire plus, car la voix de M. Antoine s'est élevée dans la classe, cette voix qui savait ramener l'ordre et le calme avec une autorité naturelle et bienveillante. Allons les enfants, faites silence, le cours va commencer. Sortez vos cahiers d'histoire. Et tout un chacun farfouillait déjà dans son cartable, dans le joyeux désordre qui précède toujours le début d'une leçon, quand soudain, du dehors, nous parvint une rumeur, un bruit inhabituel, une fausse note dans la tranquillité hivernale de notre coin de nulle part. C'était un grondement lointain, vague, mais qui se rapprochait. Pas celui d'un orage, non. Autre chose, de plus continu, mécanique, que je devinais menaçant sans pouvoir dire pourquoi. Je l'ignorais encore, mais un autre prédateur, plus terrible qu'une bête légendaire, venait de s'inviter dans notre petit monde. Et puis un cri qui cristallisa à lui seul la sourde angoisse qui nous étreignait tous. Les Allemands!